Salam alaikum. Bonjour, Azul Filan. Alors, je suis très ravi de vous présenter cette deuxième section dans le cadre du thème de la croissance économique, spécialement la finalité de la croissance économique, c'est-à-dire le développement économique et social. Alors, pour ce faire, on va suivre le plan ci-après. Dans une première vidéo, je vais essayer de traiter un certain nombre de généralités sur le développement, c'est-à-dire donc définition, mesure et ainsi de suite. Puis, dans un deuxième point, je vais aborder le rythme et les effets du développement. Et je vais finir dans cette première vidéo par traiter les effets de la croissance sur le niveau de vie, comme ça pour préparer une transition vers donc la relation entre la croissance et développement. Bien sûr, dans une deuxième vidéo, je vais Inch'Allah, donc traiter les relations possibles et éventuelles entre la croissance et le développement, puis les stratégies de développement, et je vais finir par faire une revue de littérature des principales théories qui ont traité le développement. À la barakatillah, sans plus tarder. Alors, je vais commencer par une petite accroche. Regardez donc, selon le vœu des PNUD, le programme des Nations Unies au développement depuis 1990, selon le PNUD, le développement humain est une fin dont la croissance économique est le moyen. C'est-à-dire, vers la fin, la croissance économique, ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est pas une finalité en soi, mais la finalité, c'est de réaliser un développement humain au sens large du terme. C'est-à-dire, la croissance économique n'est rien d'autre qu'un moyen. Alors, qu'est-ce que le développement? En fait, le développement peut être défini par un processus à long terme, c'est-à-dire c'est la même chose que la croissance économique également. Le développement s'inscrit dans le long terme. Ce processus implique une transformation radicale, regardez donc ça, transformation radicale des structures économiques, sociales, culturelles donc, et institutionnelles d'un pays, c'est-à-dire donc un développement, généralement donc la signification de quoi? D'une transformation radicale au niveau de toutes les structures d'un pays, soit économique, social, culturel et institutionnel. Puis, dans une autre définition, le développement économique et social, bien évidemment, donc il fait référence à l'ensemble des mutations positives, c'est-à-dire ces transformations radicales, il faut qu'elles soient positives, c'est-à-dire donc c'est l'ensemble des mutations positives, techniques, démographiques, sociales, sanitaires, donc et ainsi de suite, que peut connaître une zone géographique, soit donc l'Afrique, par exemple, l'Asie-Pacifique, un monde de manière générale, continent, pays, région, donc et ainsi de suite. Au sens de selon François Pérou, en 1964, et donc il a défini le développement comme étant la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui qui rend cette population apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global, c'est-à-dire pour François Pérou, le développement, il doit permettre une croissance durable dans le temps, certes le produit réel global, c'est-à-dire autrement on peut parler ici donc de le PIB aujourd'hui, c'est-à-dire donc au sens de Pérou, c'est vrai, donc c'est le développement, c'est presque la même chose que les définitions qu'on a pensées tout à l'heure, donc ça concerne des combinaisons, mais la combinaison spécialement qui qui est caractérisé par un changement mental, un changement dans les mentalités, mais également des changements d'ordre sociaux d'une population. Et l'objectif de ces changements, il doit rendre cette population capable de faire croître, de faire augmenter d'une façon cumulative et durable de la richesse de cette nation. C'est-à-dire autrement, regardez, donc le développement est indispensable pour la croissance économique. Si jamais on vous pose la question sur la relation entre les deux, donc déjà, donc, selon Pérou, donc le développement est un préalable à la croissance économique. Et le développement, il est nécessaire pour réaliser la croissance économique d'une manière surtout durable et le temps. Selon le programme des Nations Unies pour le développement,
le développement comme le fait, c'est le fait de quoi? D'élargir l'éventail des possibilités offertes aux hommes, c'est-à-dire toute possibilité d'ouvrir donc des marges de manœuvre importantes aux hommes en termes de la liberté, en termes de le bien-être, en termes de la qualité de vie. Donc c'est ça, il entre dans le cadre du développement, le développement au sens du programme des Nations Unies pour le développement. Voilà donc pour la définition. Maintenant, comment mesure-t-on le développement? Comment procède-t-on pour mesurer donc un développement et pour faire la comparaison entre, par exemple, deux pays sur quelle base? Donc, on va dire que le pays X est plus développé que le pays Y. Donc, pour répondre à cette question, donc, on parlait d'un certain nombre d'indicateurs. Alors, donc, on a utilisé donc plusieurs indicateurs dont on va retenir ici donc deux qui sont principaux pour apprécier le développement. Autrement, pour apprécier le développement, on peut utiliser jusqu'à 4 indicateurs, mais on va voir deux qui sont les plus importants. D'abord, l'indicateur de développement humain, EDH, puis l'indicateur de pauvreté humain, EPH. Dans les pH, on distingue entre les pH 1 pour les pays en développement et un autre pH pour les pays réservés spécialement les pays développés. Un troisième indicateur, c'est le baromètre d'inégalité et pauvreté, B40, puis on va finir par l'empreinte écologique, surtout pour apprécier le développement durable. Alors donc pour le premier indicateur, il s'agit de quoi? D'un indice statistique composite parce que il est composé de plusieurs éléments. Il est créé par le PNUD en 1990, spécialement par l'économiste pakistanais Mahboub El-Haq et l'économiste indien Amartya Sen. Alors depuis 2010, l'IDH est construit selon un nouveau mode de calcul à partir de 3 dimensions et 4 indicateurs. Cette nouvelle méthode, généralement, donc parmi les changements opérés dans le calcul des DH, on ne calcule plus la moyenne arithmétique de ces indices, mais maintenant donc on calcule la moyenne géométrique de ces indices avec bien évidemment d'autres changements au niveau de la méthodologie de mesure. Bon, trois indicateurs, trois éléments variables qui permettent d'apprécier les DH. D'abord la santé. On fait référence à l'espérance de vie à la naissance. Depuis la naissance, en moyenne, une personne, combien peut vivre depuis sa naissance jusqu'à son décès. Deuxième élément, l'éducation. Dans l'éducation, on retient deux variables. La durée moyenne de la scolarisation des adultes, mais également la durée attendue dans des études. Et enfin, donc le niveau de vie, il est calculé par un indicateur quantitatif sur le PIB réel par habitant exprimé en parité pouvoir d'achat. Enfin, qu'est-ce que la parité pouvoir d'achat? Donc, c'est le taux de conversion monétaire qui permet d'exprimer dans une commune les pouvoirs d'achat des différentes monnaies. C'est-à-dire au lieu d'utiliser donc le cours de change au niveau qu'on calcule, qu'on détermine, soit d'une façon directe ou indirecte au niveau des marchés de change. Donc on se base sur quoi? Sur le pouvoir d'achat de chaque monnaie. Combien donc une somme pour acheter un panier par exemple standard au niveau du Maroc par exemple, combien demande les dirhams? Et pour l'acheter par exemple en Europe, combien elle demande en euros? On fait le rapport entre les deux, on dégage donc une parité pouvoir d'achat. Alors donc, par exemple, au niveau par rapport à l'éducation, la durée moyenne de la scolarisation, en France par exemple, la scolarisation moyenne des adultes a duré donc 11,5 années. Et les enfants actuellement scolarisés devraient en principe être en moyenne pendant 16 ans, 4 dans l'école. On obtient donc pour la France, comme on calcule, regardez, comme on calcule donc l'indicateur de l'éducation, calcule de cette façon, prend donc le 11,5, on divise sur 15 ans comme étant de la moyenne, plus 16,4, on divise sur l'âge de la majorité qui est 18 ans. Puis on divise sur 2 donc pour trouver donc un indicateur qui est égal, un résultat qui est égal à 0, 840. Alors donc le PNUD, pour le PNUD,
Alors le PNUD distingue ainsi trois grands types d'économies ou bien de pays. Les pays à développement, très développés, ce sont des pays dont l'indicateur il est supérieur à 0,8. Et les pays à un développement moyen, ce sont les pays dont l'indicateur LDH est compris entre 0,8 et 0,5. Puis les pays moins développés, ce sont des pays dont le DH est inférieur à 0,5. Alors maintenant pour l'indicateur suivant, c'est les pH, l'indicateur de pauvreté humain. Donc le PNUD il a complété les DH par cet indicateur à partir des années 97. On distingue entre deux pH, comme on l'a distingué, pH, l'indice de la pauvreté pour les pays en développement, mais un autre pour les pays développés. Donc il repose généralement les pH sur trois variables. Donc la première des variables, c'est l'indicateur de longévité, pH, ça un rapport donc avec justement, donc c'est la même chose que l'espérance de vie, mais c'est donc on le calcule par quoi? Par le risque de mourir avant 40 ans. Donc c'est-à-dire l'objectif, c'est l'espérance de vie, c'est de rendre davantage lié normalement la longévité avec les conditions sanitaires qui permettent quand même donc c'est-à-dire avec ce risque-là, la probabilité de mourir avant 40 ans. Lorsqu'il augmente dans un pays, bien évidemment, donc les conditions sanitaires ne sont pas voilà, dans les normes. Puis un indicateur d'instruction, P2, c'est le taux d'analphabétisme, mais parmi les adultes. Et enfin, donc l'indicateur de conditions de vie, P3, donc mesuré par quoi? À la fois par l'accès aux services de santé, mais également l'accès à l'eau potable et la sous-nutrition chez les enfants de moins de 15 ans. Donc, comme ça, donc les pH, il est plus normalement précis que les DH. Alors pour les pH, les pH2, il est complété par quoi? Par rapport aux pH1, par la question de le taux de chômage de longue durée, comme étant un quatrième indicateur qu'on calcule dans les pays développés, c'est-à-dire donc c'est de l'indicateur d'exclusion. Alors, le PNUD a adapté donc sa définition de la pauvreté humaine au contexte spécifique de chaque pays, surtout pour les pays industrialisés. Donc la pauvreté a un rapport avec le chômage. À partir du moment où le taux de chômage est de longue durée donc chez les adultes, donc là ça permet de distinguer entre les pays développés, entre un pays bien développé et un autre moins développé, alors qu'ils sont les deux dans la première catégorie dont l'indicateur est supérieur à 0,800, la 0,80. Maintenant, pour un alternatif aussi bien donc à les pH et à les DH, il y a certains économistes, certains syndicalistes qui sont contre les pH, qui ont beaucoup contesté les pH et les DH, donc ils ont développé un indicateur synthétique, mais en rapport avec les inégalités et la pauvreté, à partir de 2002, par bien évidemment cet indicateur est développé par un certain nombre, une équipe de militants syndicalistes, économistes, statisticiens, regroupés à l'origine dans un collectif de réseau d'alerte sur les inégalités. Parmi lesquels, donc Pierre Cancialdi, donc, qui est connu dans sa défense, bien évidemment, bien ça, surtout sa contestation contre le modèle d'aujourd'hui, qui est un modèle créateur des inégalités. Donc pour cette équipe, donc, elle a beaucoup contesté les DH et les PH. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte, il ne renseigne pas sur les inégalités et la pauvreté spécialement. Donc pour eux, donc, ils ont développé cet indicateur qui est très complexe parce qu'il est composé de 58 indicateurs. Chaque indicateur a une note entre 0 à 10 en faisant référence au PIB, mais également au CAC 40 pour parler donc de BP 40. Voilà, il est basé sur 6 dimensions. La première dimension, c'est le travail, la justice, le logement, revenu, santé et éducation enfin. Donc voilà de manière synthétique, brièvement, qu'est-ce que ce barème. Mais ces calculs donc posent une problématique de quoi? Une problématique de la collecte des informations qui demande beaucoup de temps. Les 58 indicateurs, ce n'est pas facile à mesurer.
d'accord, donc dans un laps de temps réduit. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de logistique pour ce faire. Alors maintenant, pour les écologistes, pour mesurer donc un développement durable cette fois-ci, donc on se base sur ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Il consiste à faire donc la moyenne de divers indicateurs jugés pertinents. Cet indicateur, il agrège différentes consommations à l'aide les différentes consommations qu'on réalise à l'aide de quoi? D'une unité de compte originale qui est l'équivalent en hectare global. Toutes les consommations qu'on réalise, combien mobilise en hectare global, soit des terres, des océans, des mers, d'accord. Alors, l'empreinte écologique évalue ainsi l'impact de la consommation d'une population donnée, c'est-à-dire l'impact de la consommation de cette population sur quoi? En calculant donc la surface de sol et d'océans qui sont nécessaires pour produire les produits consommés par cette population, mais également pour assimiler les déchets qu'ils génèrent, les déchets liquides, solides, donc pour les assimiler, et alors donc on consomme soit les océans, soit le sol. C'est-à-dire donc dans les pays où la surface de sol et d'océan est importante, on mobilise beaucoup de sol et d'océan pour le produire et également pour assimiler les déchets. Donc on parlait donc des pays qui ne respectent pas, qui sont moins classés et faiblement classés dans le DD, le développement durable. Alors, comme remarque, le PNUD propose ainsi 4 critères pour mesurer le niveau de développement d'un pays. Pour le récapituler, d'abord la productivité, qui permet d'enclencher un processus d'accumulation en faisant référence à la définition de Perrault qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, euh, le développement, c'est quoi? C'est l'ensemble des changements et aussi bien mentaux et sociaux qui permettra donc de croître d'une façon accumulative, d'une façon durable la croissance. Et donc pour ce faire, donc il faut de la productivité. En fonction de la productivité, on peut apprécier le développement d'un pays. Là où il y a donc un capital humain riche, bien formé, donc ainsi de suite, donc et de qualité, donc il assure donc cette productivité dans les meilleures conditions. La justice sociale. Les richesses doivent être partagées au profit de tous. Ça a un rapport avec les inégalités. Il renseigne comme ça sur les inégalités. Puis la durabilité, c'est-à-dire ça a un rapport avec DD, le développement durable. Les générations futures donc, doivent être prises en compte dans chaque décision prise aujourd'hui. Et enfin, donc le développement doit être engendré par la population elle-même, c'est-à-dire on n'importe pas. C'est de l'impossible à ce qu'on importe le développement. Donc il faut qu'il soit donc une affaire locale, une affaire donc de la population elle-même et non pas par une unité extérieure. Donc c'est de l'impossible de réaliser un développement en se basant sur les autres. Maintenant, est-ce que on a traité la croissance économique, pardon, donc on a traité la croissance économique. Maintenant, donc comment qu'il est voilà, si jamais donc on vous demande de comparer les deux, quelles sont les différences ou bien les points communs entre les deux? C'est ce qu'on va voir de le rythme et les effets de développement. Alors, le rythme du développement, regardez, la croissance est un phénomène irrégulier. Donc, il suit donc la croissance économique suit généralement un cycle économique. Généralement, d'accord, il y a une cyclicité. Il y a des augmentations, des phases d'expansion, mais également des phases de récession. Donc, il est irrégulier. Pendant que le développement est un mouvement qui s'inscrit sur le long terme. Une fois qu'on arrive à un stade de développement, c'est très difficile de revenir en arrière. Plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, c'est le cas de l'Europe. Pour réaliser un développement, donc il faut s'inscrire dans un processus de long terme avec donc une régularité dans les réalisations. Maintenant, le développement il produit plusieurs effets. D'abord, donc, un effet démographique, allongement de l'espérance de vie, baisse de la mortalité infantile, puis diminution de taux de natalité. C'est ce qu'on appelle généralement donc la transition démographique. Et développement il est générateur donc d'une transition démographique. Au niveau socio et culturel, donc on assiste à un développement de la scolarité, allongement de la durée des études, le niveau de formation, éventuellement donc des rôles liés au genre, à la femme, la féminisation de travail également, donc avec l'extension des libertés humaines au sens de Amartya Sen.
Maintenant, pour les effets économiques, développement signifie l'augmentation de la productivité des facteurs, amélioration des conditions de vie, développement de la variété de la consommation, donc et ainsi de suite. Également, donc, le développement produit un certain nombre d'effets qui sont positifs au niveau économique. Et la croissance économique, bien évidemment, donc on le sait, la croissance économique produit l'augmentation de la richesse collective, alors que le développement, là c'est un autre point de différence, le développement permet l'augmentation générale du bien-être individuel. Donc si jamais donc, on vous demande de faire la distinction entre les deux, d'abord en termes de le rythme de la croissance était régulier, alors que le rythme le développement il est régulier dans le temps et s'inscrit plus dans le long terme. Deuxième élément, c'est que la croissance économique, elle est productrice de la richesse collective, là on en parlait de PIB national, mais le développement, elle permet d'augmenter l'augmentation donc générale du bien-être individuel. Pourquoi? Parce qu'on calcule généralement le PIB par habitant réel, donc c'est un rapport avec donc la richesse individuelle. Voilà, donc puis maintenant on va finir par quoi? Par la relation qui pourrait exister entre le développement et la vie des gens, au sens d'Amartya Sen. Donc selon Amartya Sen, dans sa finalité d'abord, le développement peut être associé, peut être pardon, dissocié de la vie des gens et des véritables libertés dont ils jouissent. Donc comme ça, donc le développement, on peut difficilement regarder selon que cette citation très intéressante d'Amartya Sen. On peut difficilement ramener le développement à la seule amélioration d'un objet utilitaire, d'une chose inanimée, genre par exemple l'augmentation de le revenu, l'industrialisation des avancées technologiques, de la modernisation. C'est vrai, donc ces éléments-là entrent dans le cadre du développement, mais c'est difficile de ramener et de limiter, de réduire l'image, le développement dans ces éléments qui sont des objets utilitaires et des choses inanimées. Mais au bout de compte, la valeur de ces différents éléments, c'est-à-dire la valeur des objets utilitaires ou bien des choses inanimées, par exemple l'augmentation de revenus, l'industrialisation, la valeur de ces éléments dépend de quoi? Dépend de l'impact qu'ils ont sur la vie et la liberté des personnes concernées. Donc un développement n'a de sens que s'il permet donc d'ouvrir, donc de permettre les gens de s'exprimer librement, d'une liberté de la participation de l'action publique, et ainsi de suite. Donc ça a un rapport avec la démocratie, ça a un rapport avec la bonne gouvernance, ça a un rapport avec euh, bon, au niveau des entreprises, d'un management vraiment participatif. Le PNUD d'ailleurs, il a défini le développement regardé. Donc on reprend la définition de le PNUD comme le fait de quoi d'élargir l'éventail des possibilités offertes aux hommes, ce qui compte vers la fin dans le développement, ce n'est pas uniquement ses frères, donc ça doit passer par ces changements radicaux, ça doit passer par des mutations positives, mais finalement, donc le développement doit élargir, doit ouvrir donc des marges de manœuvre importantes et des possibilités aux hommes. Voilà donc maintenant, quel est l'effet? Quels sont les effets de la croissance sur le niveau de vie? Comme ça, donc pour préparer une transition vers la relation entre le développement et la croissance économique. Donc la croissance permet d'accroître le revenu des agents et de satisfaire davantage de besoins. Ainsi, pardon, donc la croissance est une condition nécessaire à l'amélioration du niveau de vie, c'est-à-dire autrement la croissance en rapport avec le développement, c'est un préalable et est nécessaire pour réaliser un développement. Elle produit une augmentation de la richesse collective, certes, et une augmentation statistique de la richesse monétaire par tête. Parce qu'on calcule le PIB par habitant, c'est une moyenne parfois qui cache beaucoup de disparités. C'est pour cette raison, ça intéresse donc à la richesse monétaire par tête. On ne sait pas exactement donc en termes de l'effet de cette richesse sur chaque individu. Donc c'est difficile de mesurer. Il faut voir, il faut calculer d'autres indicateurs. Exemple, le coefficient Gini pour savoir la concentration, pour apprécier la concentration de la richesse ou bien des revenus. Deuxième élément, la croissance modifie le niveau de vie lié à la variété de l'offre parce que la croissance permet beaucoup de production, donc voilà, donc il augmente les variétés de l'offre proposée aux ménages et au pouvoir d'achat des gens, compte voilà, le contenu, donc l'augmentation des revenus réels. Elle modifie partiellement les conditions de vie, modifie l'environnement économique,
La croissance modifie l'environnement économique parce qu'il crée beaucoup de compétitivité, également il facilite le financement des projets, également la concrétisation des idées, et il permet également donc de changer enfin les conditions au niveau de le marché, au niveau donc le fonctionnement de toute l'économie. Voilà donc ainsi donc cette vidéo prend fin, et dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais traiter donc la relation, bien les relations plutôt donc entre la croissance économique et le développement et les stratégies de développement. Je vais finir par une revue de littérature du développement. Merci pour votre attention. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.